Bien. Je voudrais vous remercier, Monsieur Tajani. Je voudrais remercier votre équipe également, car vous nous avez permis d'organiser cette conférence. Vous êtes en charge de la politique industrielle et partant de la politique spatiale. Et vous nous avez dit que cette conférence était une occasion permettant de souligner l'importance des outils et des services spatiaux pour l'ensemble de la société. C'est pourquoi nous avons invité vos collègues de la Commission, nous avons invité des parlementaires européens provenant de différentes commissions parlementaires. Et ceux-ci s'intéressent à l'accès à l'espace pour pérenniser nos politiques européennes communes. Nous sommes à votre écoute sur les deux programmes Galileo et GMES, mais il y a également d'autres programmes que la Commission a peut-être en gestation. Dans cet hémicycle, nous avons des politiques européens, nationaux et régionaux. Nous avons des représentants de sociétés, de grandes sociétés, de PME. Nous avons des représentants de la société civile ainsi que des journalistes. Je vous invite à lancer le débat. Thank you very much. Merci beaucoup. Gracias. Now I speak in my mother tongue because... Maintenant, je vais passer à l'italien, qui est ma langue maternelle. Alors, une politique spatiale européenne. Cela a été un choix. Pourquoi? Pour garantir la compétitivité de l'Europe, pour garantir sa base industrielle, pour garantir son système de PME. Et ça a été un défi, cela a été un défi qu'on a commencé à surmonter, puisque le système EGNOS est devenu opérationnel. Mais il n'y a pas que cela. En fait, nous avons montré que nous pouvions aller au-delà. Vous savez qu'il y a eu le lancement à Kourou des deux premiers satellites participants du système Galileo. Ça s'est fait à la veille d'un difficile Conseil européen, ce lancement à Kourou en Guyane française. Ça a été un message d'une importance politique extraordinaire. En effet, à ce moment-là, l'Europe a montré qu'elle existait. L'Europe a montré qu'elle était capable de mener à bon port les engagements pris. L'Europe a montré qu'elle était capable d'être compétitive grâce à son système industriel. Et ceci, au niveau global, comme l'on dit. Et donc, vous savez que je suis intervenu à Kourou et j'ai souligné l'importance politique du lancement de ces deux satellites de Galileo. Et en réalité, on est intervenu dans un contexte économique compliqué. Et là, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à la réalisation des satellites. Je voudrais remercier ceux qui ont participé à la réalisation du lancement en Guyane française. Je voudrais tout d'abord remercier Ariane Espace, l'agence spatiale française. Je veux remercier Jean-Jacques Dordain, cela va de soi. Je voudrais remercier l'ESA. Et je voudrais remercier ma direction générale également. Car ils ont permis de lancer ces satellites dans le respect des délais. Le respect des délais, ce n'est pas secondaire d'ailleurs. Et ils ont montré que l'on pouvait réduire les coûts du système dans son ensemble. Si on veut relever le défi, il faut montrer que l'on est capable d'agir, même s'il y a une grande crise économique et financière. Donc il faut montrer que l'on peut faire avancer un projet en décrochant des résultats importants du point de vue scientifique et industriel, mais en plus, on a montré qu'on était capable d'économiser le denier public. Et je voudrais remercier l'industrie spatiale européenne, car cette industrie a répondu de manière favorable à ma demande, parce que j'avais dit qu'il fallait faire un effort en termes de coûts, vu la taille du projet. Grâce au succès
de ce lancement à Kourou, n'est-ce pas, grâce à ces 2 satellites qui sont opérationnels au-dessus de nos têtes, eh bien moi, j'ai pu lancer les procédures concernant un nouvel appel d'offres pour acheter. Dans le chef des organes compétents pour acheter 6 nouveaux satellites. Ceci avec l'argent prévu par les perspectives financières actuelles. Et si on continue à rester dans les clous, si on continue à respecter les délais, je crois qu'on pourra économiser de l'argent et on pourra être opérationnel dès la fin 2014 avec ces premiers satellites. Et donc, on devrait pouvoir parachever Galileo avec 30 satellites, car ce serait une grave erreur pour la compétitivité de Galileo que de s'arrêter à l'étape de 2014. Et donc, avec le soutien de l'ESA, avec le soutien de l'industrie, j'ai fait le maximum pour réduire les coûts et tout en restant dans les délais. Nous devons montrer aux États membres, nous devons montrer aux États qui participent à Galileo qu'en réalité, nous sommes en capacité de réaliser un projet qui est important. D'ailleurs, la réunion d'aujourd'hui ici est vraiment importante. Il est important de faire comprendre que la politique spatiale a comme vocation principale le citoyen européen. C'est lui qui est à l'avant-plan. Car grâce aux satellites, nous pourrons multiplier les services qui existent déjà grâce au GPS et nous pourrons améliorer ces services. Car Galileo est hautement compétitif. Galileo, sur le plan qualitatif, est supérieur au système GPS. Donc, il faut rendre des services aux citoyens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, l'heure est difficile pour l'Italie. Vous connaissez les inondations qui ont fait beaucoup de morts ces derniers temps. Et grâce à la protection civile, grâce à Galileo, on a pu intervenir. Grâce aux signaux que l'on pourra recevoir tous azimuts, on pourra intervenir de façon plus rapide, avec plus d'efficacité en cas de catastrophe naturelle. On pourra ensuite agir au niveau de l'agriculture, au niveau de la pêche, entre autres. C'est pourquoi j'ai expliqué la chose de façon claire à mes collègues commissaires. Je leur ai dit voilà les applications possibles dans les différents secteurs. Et ici, on parle beaucoup d'innovation. Et il n'y a pas de compétitivité européenne s'il n'y a pas d'innovation. Mais bon, la politique spatiale est essentielle et vitale pour traduire en termes concrets le mot innovation. Le satellite peut sauver des vies humaines. Et ça veut dire qu'on innove. Contribuer au développement des transports en réduisant les émissions de CO2 et en améliorant la sécurité de notre système de transport, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on répond de façon concrète aux demandes du citoyen. Mais il n'y a pas que le citoyen européen qui joue dans cette affaire. L'espace est un secteur qui devrait permettre à l'Europe d'être acteur important sur la scène mondiale également. Bon, il y a l'Afrique, il y a l'Afrique du Sud qui nous suivent de très près, qui nous regardent de très près. On suit ce que l'on fait. Et par exemple, avec le Chili, on a déjà conclu un accord sur l'espace. J'en ai signé un autre il y a quelques jours de cela avec Israël. Donc on planche, on travaille avec la Chine pour améliorer nos relations après les tensions, après l'incompréhension des années passées. Dès lors, même pour la compétitivité du système politique européen, s'agissant de ce qu'on peut faire en Europe, par exemple, en Afrique,
Par exemple, avec notre politique spatiale, il y a là des choses qui montreront que l'Europe, que la politique spatiale européenne a un rôle important à jouer au plan mondial. Mais la politique spatiale et le système aérospatial européen, et là je pense à l'industrie, je pense aux centaines de PME qui sont actives dans ce secteur. Et tout cela, eh bien, c'est un élément caractéristique de la troisième révolution industrielle. C'est comme cela que je la qualifie. Nous, si on veut sortir de manière définitive de la crise, si on veut offrir à nos citoyens un avenir différent, il faut en revenir à l'économie réelle. Il faut remettre au centre de notre action l'industrie, l'entreprise, et ceci dans le respect plein et entier du traité qui parle d'économie sociale de marché. Donc l'industrie, l'entreprise, c'est le marché, mais il s'agit là d'instruments au service de la politique sociale. L'industrie de ce secteur devra, et elle est déjà en partie, devra être au centre de cette troisième révolution industrielle. Bon, je pense à d'autres secteurs hautement innovants. Ces secteurs devront permettre à l'Europe d'être compétitive. Et là, il ne s'agit pas de miser sur la quantité, car de toute façon, ça ne mènerait à rien. Il faut miser sur la qualité. Dans ce secteur-ci, l'Europe est un acteur de qualité. Nous avons une industrie de haute volée, nous avons des PME extrêmement compétitives, et l'industrie européenne a montré que dans le cadre de concurrence qui est le nôtre, cadre que je soutiens d'ailleurs au niveau des appels d'offres, parce qu'il est important que la concurrence joue, parce que ça améliore la qualité des produits, ça réduit les prix. Et j'ai pu voir que les différentes industries ont été en capacité de bien coopérer. Donc ce message est extrêmement positif. C'est un message politique positif pour l'Europe. Écoutez, on ne peut pas faire une politique spatiale en s'occupant uniquement de recherche scientifique, en s'occupant uniquement d'innovation, en s'occupant uniquement des résultats techniques. L'espace est un secteur extraordinairement important pour que l'Europe soit un véritable acteur dans le monde. Il est important de relayer notre message au plan mondial. Il faut que l'on montre que l'on a un rôle politique important à jouer. C'est pour cela que j'ai souligné les résultats obtenus au plan scientifique et au plan organisationnel, mais j'ai souligné les résultats que l'on est en train d'obtenir et que l'on peut encore obtenir au plan international au travers de cet instrument extraordinaire qu'est la politique spatiale. Nous avons besoin de cette politique spatiale. Ce qui est coulé dans le traité correspond exactement aux exigences, aux besoins de l'Europe. Et moi, j'entends respecter pleinement et entièrement le traité. Alors, en tant que commissaire chargé de cette politique, j'ai l'intention d'aller de l'avant, j'ai l'intention de faire de la politique spatiale un instrument fort d'innovation et de compétitivité, car je suis convaincu qu'on a les bases culturelles, industrielles et entrepreneuriales pour que l'Europe soit vraie, grande, soit un véritable acteur dans ce secteur. C'est important, bien entendu, de bénéficier de soutien financier. Et la Commission européenne a proposé d'utiliser 7 milliards des prochaines perspectives financières justement pour développer Galileo. Le PE, le Parlement européen, bien entendu,
a l'intention de soutenir une action forte dans le domaine, je continuerai de m'entretenir avec les États membres et avec les États qui font partie de l'ESA. Pourquoi? Pour pouvoir avoir les garanties nécessaires sur le plan financier, car l'idée, c'est de réaliser ce projet extraordinaire qui doit permettre à l'Europe d'être un acteur de grande taille sur la scène mondiale. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Commissaire, pour ce discours politique et encourageant pour la politique industrielle. Mrs. Henkel. Madame Hencheska, vous êtes secrétaire d'État de la Pologne. Nous sommes tout à fait honorés par votre présence. La Pologne assure la présidence de l'Union à un moment essentiel du débat sur l'avenir de la politique de l'espace. Nous attendons avec intérêt vos réflexions sur les mesures que vous entendez de prendre d'ici à la fin de votre présidence. Il y a ici nombre de représentants des représentations permanentes des États membres, qui représentent aussi les PME. Alors je vous prie de prendre la parole. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame la Présidente, Monsieur le Président Tajani, Mesdames et Messieurs, alors tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cette invitation à cette conférence très importante sur la politique de l'espace européenne. Je suis heureuse de pouvoir participer à cet événement qui, pour la 4e fois, rassemble toute la communauté européenne de l'espace, donc les représentants de la Commission, du Parlement européen, ainsi que de d'autres institutions européennes, l'Agence spatiale européenne, les représentants des États membres, ainsi que certaines communautés d'utilisateurs, le secteur de l'industrie de l'espace, ainsi que d'autres organisations parties prenantes. Alors, pour me conformer à l'objectif de cette conférence, j'ai l'intention de vous dire quelle est la perspective de notre présidence s'agissant de cette politique de l'espace pour nos citoyens et la société. L'impact des technologies de l'espace et ses applications sur nos citoyens, cet impact est énorme. Il va du fait que l'on repousse les limites de la connaissance jusqu'à l'apport d'applications qui intéressent au premier chef, au quotidien, nos concitoyens dans tous les domaines de l'activité humaine. Dans la société d'aujourd'hui, fondée sur le savoir, il serait difficile aux économies de fonctionner sans des instruments tels qu'Internet, les télécommunications, la capacité de prévision météorologique, de mesure du temps ou les capacités de navigation grâce aux satellites. C'est pourquoi la présidence polonaise a décidé de concentrer ses activités sur les aspects ayant trait à l'espace et à la sécurité au sens large, tant pour la sécurité à partir de l'espace et la sécurité pour l'espace. Une série d'événements consacrés à la question ont été organisés en Pologne en coopération avec la Commission et l'Agence spatiale européenne. Les avantages des applications liées à la politique spatiale peuvent apporter à la sécurité ou à la gestion de crise, ces bienfaits sont de plus en plus évidents. Ces avantages se traduisent par la capacité d'atténuer les risques de catastrophes naturelles ou dues à l'homme, ainsi que de notre capacité de faire face aux conséquences de ces catastrophes. Alors, selon le rapport de l'OCDE de l'an dernier, une étude aux États-Unis a montré que les avantages liés à l'investissement dans la météorologie publique et les alertes, les avantages se chiffrent chaque année à quelques 31,5 milliards de dollars. Si on compare aux 5,1 milliards qui est le coût lié à la production de cette information. Il est certain aussi que les infrastructures spatiales jouent un rôle croissant dans l'économie
et les sociétés modernes. Et ces infrastructures sont tout à fait essentielles. Et toute perturbation peut avoir un impact non seulement sur nos économies, mais aussi sur le bien-être des citoyens ainsi que sur la sécurité. L'Europe a quelques 19% des satellites actifs en orbite et ils doivent être protégés contre des risques tels qu'un impact lié à la météorologie de l'espace ou à des débris de l'espace. Dans le programme de réexamen à mi-parcours du programme des satellites, la Commission a estimé quelque 6 à 7% du PIB de l'Union peut être lié à la navigation satellitaire. Donc toute perturbation, tout dysfonctionnement dans ce type de service peut conduire à des pertes financières considérables. Alors, indépendamment de l'impact socio-économique, l'espace est également un élément clé de nombre de politiques européennes. C'est un instrument précieux, stratégique, pour évaluer les enjeux économiques et stratégiques du XXIe siècle. Pour reprendre les termes de Francis Bacon, on peut dire en substance que l'information, c'est le pouvoir. Les technologies spatiales, leur application peut fournir aux décideurs, au plan européen, au plan national, au plan régional, l'information pour prendre de meilleures décisions fondées sur des éléments probants. Il est possible, grâce à ces technologies, d'améliorer les infrastructures existantes. Il est possible également d'exploiter de façon plus efficace les ressources disponibles. Elles peuvent, ces technologies, nous aider à un suivi pratiquement en temps réel de la mise en œuvre des politiques et il est possible de prévoir des mesures de correction là où c'est nécessaire. Les domaines dans lesquels l'espace peut apporter des avantages, il suffit pour cela de réfléchir aux sujets qui seront traités dans les sessions suivantes. Gestion de crise, environnement, changement climatique, programmation géospatiale, agriculture, télécommunications, la liste n'est pas exhaustive. Par conséquent, nous pensons que les utilisateurs à tous les niveaux doivent, là où c'est possible, obtenir des instruments qui sont opérationnels et qui s'appuient sur des applications spatiales. Alors l'innovation poussée par l'utilisation, on dit souvent, est un des éléments clés qui permettra de contribuer à la réussite économique à l'avenir. Je pense que le développement d'applications poussées par les utilisateurs peut être tout à fait essentiel pour la réussite du GMES et de Galileo. Il faut que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour promouvoir la concurrence et un développement équilibré, ainsi que la mobilisation de capacités en Europe pour renforcer la compétitivité de l'industrie européenne, à la fois pour ses marchés internes, mais aussi pour l'exportation. D'après nous, la politique de l'espace doit être liée à la politique de cohésion ainsi qu'aux politiques de développement durable de l'Union. Le prochain cadre financier pluriannuel devrait essayer de trouver un équilibre entre le développement de nouvelles infrastructures pour l'innovation, donc y compris le domaine spatial, lier cela aux infrastructures traditionnelles. La présidence polonaise déploie des efforts pour qu'il y ait une discussion approfondie pour réfléchir aux meilleurs instruments à utiliser pour garantir une telle évolution durable et équilibrée, et surtout en travaillant de concert avec les États membres sur la proposition de compromis pour les orientations qui sont présentées au Conseil de l'espace sur l'apport, la contribution de cette politique pour les citoyens. Alors, les actions entreprises par notre présidence sont inspirées par la question suivante. Maintenant, c'est le moment idéal pour souligner la valeur ajoutée qu'apporte l'espace et que l'on vient de souligner. Je pense que ce type d'approche sera
certainement poursuivi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, Madame Enskrimska. Monsieur Dordain, je vais vous passer la parole. Je voudrais d'abord vous remercier pour votre support. Chaque année, vous êtes parmi nous. Nous aurons également le plaisir d'avoir un membre de votre équipe dans chacune de nos sessions de travail pour la suite. Voilà, je sais que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Je vais vous laisser la parole. Heureusement que j'ai l'aide du Parlement. Thank you very much. I am glad to speak after. Je suis heureux d'intervenir après la ministre polonaise. La Pologne préside le Conseil de ministres européens et ce sera le prochain membre de l'ESA. Voilà un signe prometteur. C'est très bien de s'exprimer après la Pologne. Alors, je dirais que c'est pas facile de parler de l'espace par les temps qui courent. Même après le lancement récent à Kourou, où les 2 premiers satellites Galileo ont été lancés avec succès. Et pour Herman Van Rompuy, parler de l'espace, c'est synonyme de vacances. Bon. Mais malgré ça, c'est difficile de parler de l'espace, car il y a une réalité qui domine toutes les priorités européennes. Et c'est une trame commune pour tous les secteurs économiques. Alors, la crise économique, je crois que vous en avez entendu parler. Et le secteur de l'espace ne vit pas sur une autre planète. Il est clair qu'on vit sur la planète Terre où la crise économique existe. On ne peut pas passer sous silence la crise économique. En fait, l'économie générée par l'espace va au-delà de l'économie du secteur spatial en tant que tel. Ça a été souligné à plusieurs reprises ce matin par différents orateurs. Grâce aux services produits par l'espace, eh bien, on réalise des avancées. Je dirais que l'espace, ça fait partie de l'économie en général. Mais, il y a un mais. Le secteur de l'espace, ce n'est pas qu'un secteur économique. Tout d'abord, c'est un secteur industriel. C'est un des rares secteurs où toute la fabrication intervient en Europe. Ça, c'est un élément important du secteur spatial. C'est également un facteur de compétitivité. Ce secteur, c'est un secteur de connaissances, c'est un secteur de technologie. Et c'est un des rares secteurs où le transfert de connaissances en service est le plus systématique et le plus rapide qui soit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on peut transférer rapidement la connaissance en service. Et je dirais que ce secteur est un des rares secteurs où l'on peut dire que l'Europe est un leader mondial. C'est même un modèle, l'Europe. Alors tout d'abord un leader. Disais-je, oui, on est un leader. On est un leader sur les marchés commerciaux mondiaux à 2 niveaux. Premier niveau, fabrication. Et l'industrie spatiale européenne, en fait, s'arroge une part importante des marchés mondiaux. Et ensuite, au niveau des services, on a les opérateurs télécoms, on a Arianespace. Eh bien, ces 2 acteurs s'arrogent la part du lion au plan mondial des différents marchés. Mais nous sommes un leader technologique. Le vice-président Tajani n'a pas manqué de le rappeler. La technologie de Galileo est la meilleure qui soit. Il n'y a pas d'autres horloges atomiques qui atteignent le niveau que les satellites de Galileo atteignent. Nous sommes un leader côté service. Je vois l'Aratier de EUMETSAT. Eh bien, du côté météo, on fournit les meilleurs services qui soient au plan mondial. On est les meilleurs. En ce qui concerne les services
qui sont fondés sur des satellites en cas de catastrophe naturelle aussi. On a un rôle important à jouer. L'ESA a été un pionnier il y a 10 ans sur le front des catastrophes naturelles. Alors, sur tous ces fronts-là, l'Europe est un leader. L'Europe est un modèle également, un modèle pour tous les citoyens, car ce que l'on fait dans l'espace, et c'est peut-être différent des autres puissances spatiales, mais ce qu'on fait dans l'espace vise le citoyen. C'est le citoyen qui est au centre de nos préoccupations. Je dirais à tous les citoyens européens une chose. En fait, il y a une égalité d'accès de tous les citoyens européens à tous les avantages qui sont distribués par les infrastructures spatiales en Europe, qu'il s'agisse de météo, de télécom, qu'il s'agisse d'environnement, qu'il s'agisse de navigation. Tout le monde est logé à la même enseigne. Donc on priorise qui? Le citoyen. Le citoyen européen tout d'abord, mais on priorise également le citoyen mondial, si j'ose l'appeler ainsi. Hier, ce sont des citoyens japonais qui ont reçu des données provenant des satellites européens après le tsunami. Aujourd'hui, ce sont les citoyens italiens qui se trouvent dans cette situation, puisqu'on sait que dans le nord de l'Italie, on assiste à des inondations très importantes. Et donc, ce sont des systèmes de satellites pertinents qui ont été déclenchés par rapport à ce qui se passe en Italie. Donc, on œuvre pour les citoyens. L'Europe est un modèle pour le monde au plan spatial. Nous avons des services globaux qui vont au-delà des frontières européennes. J'ai déjà parlé des catastrophes naturelles et de la charte y afférente. Aujourd'hui, nous étions, ou à l'époque, nous étions 2 fondateurs en ce qui concerne cette charte. Maintenant, il y en a 14 de par le monde. Et ces membres distribuent des données, des services à tous les citoyens du monde. Mais GEOS, n'est-ce pas, qui est le système d'observation de la Terre, ça c'est un instrument qui a été déclenché par le GMES. Ensuite, on est en train de créer des PPP. Nous sommes un modèle de coopération mondiale. Nous sommes le partenaire le plus fiable qui soit au plan mondial. Nous n'avons jamais violé un accord international. Et aujourd'hui, on attire toutes les puissances spatiales. On pense aux États-Unis, à la Russie, à la Chine. Tous ces acteurs veulent développer leur coopération avec l'Europe. Mais nous travaillons avec des pays qui ont tout simplement besoin de données spatiales. Pensons à l'Afrique. On coopère avec l'Afrique. On fournit des données à l'Afrique. Par exemple, en ce qui concerne la gestion de l'eau. Donc nous sommes un leader, nous sommes un modèle, ce qui veut dire que nous occupions une place particulière dans le secteur. Cela dit, il y a un déficit important en Europe par rapport à d'autres puissances spatiales. Alors, la sécurité, la défense, ça c'est pas un moteur d'activité spatiale en Europe, à l'inverse de ce qui se fait ailleurs dans le monde au demeurant. Et je voudrais remercier la présidence polonaise qui a organisé des conférences sur ce thème sécurité et défense. Donc, le leadership européen a généré des obligations vis-à-vis des citoyens européens, vis-à-vis des citoyens du monde. Mais malheureusement, le déficit sécurité-défense a fragilisé ce leadership. Et malgré la crise économique, les investissements doivent cibler ce secteur d'excellence et de leadership, car c'est comme cela que l'on pourra asseoir nos investissements dans la durée. Donc, investissement dans le secteur spatial, disais-je, ces investissements, c'est la clé, c'est la priorité avec un grand P. Bien sûr, je ne suis pas objectif lorsque je dis cela, mais en tout cas, jusqu'à présent, avec 2 acteurs, l'ESA et les États membres, on a réalisé beaucoup d'avancées. On devrait pouvoir agir avec un 3e acteur, c'est-à-dire l'UE, les États membres et l'ESA. Donc on ne peut pas rater les 2 prochains rendez-vous qui nous attendent. Tout d'abord, il y a le CFP et ensuite il y a le Conseil au niveau des ministres à l'ESA à la fin de 2012. 2 rendez-vous importants. En ce qui concerne le CFP,
Je voudrais rappeler ce qu'a dit M. Van Rompuy. Pour l'ESA, les priorités sont claires. Il y en a deux. Galileo, GMES. Ce ne sont pas des programmes spatiaux, ce sont des programmes de services destinés aux citoyens. Ces services sont déjà utiles pour le citoyen. Ces services ont généré des obligations. C'est vrai qu'il y a une incertitude qui pèse sur la continuité du GMES et ça fragilise l'édifice spatial européen. Nous devons travailler en tandem, ensemble, pour que Galileo et le GMES soient vraiment les fers de lance du cadre financier pluriannuel. En ce qui concerne la ministérielle de 2012 à l'ESA, bon, ça va se passer à un moment où la crise économique sera toujours là, mais la dernière conférence en 2008 a été organisée à un moment où la crise financière existait. Et malgré cette crise financière, les membres de l'ESA ont engagé plus de 10 milliards d'euros dans le domaine des services, dans le domaine de la connaissance. Et au cours des 3 dernières années, nous avons montré qu'on était à la hauteur de ces engagements des États membres. On est resté dans les clous. C'était dans l'intérêt de l'industrie, c'était dans l'intérêt des États membres, c'était dans l'intérêt de l'exécutif, parce que maintenant j'ai l'intention de réduire de 25% les coûts en interne à l'ESA d'ici à 2015. Donc on prend à bord la crise économique à l'ESA. Mais cette dernière, ce n'est pas un bon argument. Ou au contraire, ça devrait être un bon argument pour prioriser l'espace en termes d'investissement futur. Merci. Thank you very much, Mr. Dordain. Mr. Prodi, as... Merci, Monsieur Prodi, président du groupe Sky and Space. Vous allez nous présenter le rapport devant le Parlement. Je vous remercie de me donner cette possibilité, Monsieur le Vice-président, Monsieur Tajani, Madame le Vice-ministre, Madame Enklinska, Mesdames, Messieurs. Je ne vais pas ici ressasser ce que nous avons dit à d'autres reprises en matière de politique spatiale. Nous connaissons son importance, d'ailleurs cela a été dit à plusieurs reprises. C'est important pour le bien-être de nos citoyens. L'environnement, la sécurité, l'aide humanitaire, les transports, l'économie, l'innovation, la création d'emplois, sans omettre les aspects stratégiques de ce secteur. Plus que jamais, lorsque le météo ne nous aide pas, avec des catastrophes, l'importance de programmes comme GMES et Galileo a montré son importance. Après la communication vers une stratégie spatiale de l'Union européenne au service des citoyens en avril, nous sommes sentis confortés quant à la justesse de notre démarche, de nos idées, de notre volonté en tant que législateur. Mais peut-être que les avantages pour le citoyen ne se manifestent pas suffisamment pour la majorité des Européens. À ce sujet, j'invite la Commission et les autres institutions à mieux communiquer de manière détaillée les principes, les méthodes et les buts de la politique spatiale. Elle doit être une connaissance partagée à tous les niveaux de gouvernance. Seulement de la sorte, nous pourrons exploiter au mieux les avantages d'un programme comme le GMES. À ce sujet, soulignons que d'un côté, on ne peut pas louer les résultats d'un programme en annonçant un futur radieux et en coupant les financements qui lui le permettraient. Cette approche a suscité une réaction immédiate de 44 parlementaires européens. Nous avons écrit à M. Barroso. Nous lui avons demandé de revoir l'exclusion du programme GMES des perspectives financières pluriannuelles. On nous a dit que cela servait à assurer un financement approprié au programme.
J'ai peut-être raté un épisode, peut-être que la réponse n'est pas claire, mais ce qui est sûr, c'est qu'on risque d'exclure pas mal d'États membres de l'accès à des informations environnementales et sur la sécurité. Ces informations sont essentielles pour un développement harmonieux et durable. Les parlementaires nationaux partagent mon impression. Des parlementaires qui sont membres de la conférence spatiale interparlementaire européenne. Dans leur résolution d'octobre au Bundestag et dans une lettre au président Barroso, ils ont aussi manifesté leurs soucis quant à l'avenir du financement du programme. Nous savons tous que la crise économique actuelle est grave. Nous savons qu'il faut déceler les priorités inévitables à soutenir. Et justement, c'est dans cette situation de besoin qu'il faut investir dans l'avenir, dans des infrastructures européennes. La Commission sait que rien que dans le secteur de la radionavigation satellitaire, les marchés de géolocalisation sont en croissance très forte. Et probablement, le chiffre d'affaires mondial sera de 240 milliards d'euros en 2020. Les retombées économiques et sociales étant de l'ordre de 60 à 90 milliards d'euros. Le GMS comporte des intérêts peut-être pas quantifiables, mais que coûtent les dégâts dus à l'absence de structures de suivi, de contrôle du territoire, de l'environnement, l'absence ou la discontinuité géographique temporaire de leur déploiement dans nos régions, à cause d'une absence de financement européen centralisé. Hélas, la réponse est sous nos yeux au quotidien. J'espère que l'appel qui vient des territoires dévastés par le changement climatique aura plus d'écho que nous, parlementaires. De toute façon, nous sommes aux côtés des citoyens et soutiendrons toutes les initiatives visant à promouvoir les infrastructures spatiales au service du bien commun. Thank you. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Prodi. Monsieur Dudoc, maintenant vous allez vous adresser à nous au nom de l'industrie de l'espace européenne, après avoir entendu tous les messages clés de la part des décideurs politiques. Alors vous allez nous dire quelles sont les attentes et les suggestions de l'industrie à l'adresse des décideurs européens. Yeah, thank you very much. Je vous remercie, Monsieur le Vice-président Tajani, Monsieur Dordain, Madame Mazeska, Monsieur Prodi. Alors, on parle des grandes réalisations pour l'Europe dans l'espace et je voudrais remercier les États membres, l'ESA et la Commission. Ceci a été possible grâce à eux. Nous sommes vraiment compétitifs, nous aimerions le rester à l'avenir dans ce domaine très important qu'est l'espace. Beaucoup d'aspects ont déjà été évoqués par Jean-Jacques, les satellites de télécommunications, Ariane Espace, et les services de lanceurs commerciaux. Là, nous sommes leaders sur le marché, sur le plan mondial. Alors, quelques mots en ce qui concerne la science et l'exploration. Là, c'est des technologies de tout premier ordre que nous fournissons. Si l'on voit le rendement par rapport à l'investissement, je crois que dans ce domaine, nous sommes aussi à la pointe sur le plan mondial. Ce qui a été moins évoqué, et il y a un nouveau marché, c'est le marché de la télédétection, l'observation de la Terre. L'Europe, l'industrie européenne est également leader à l'exportation. Et tout ceci sur la base d'une compétitivité et qui est très importante pour l'avenir. Avec Galileo, c'est vrai qu'il a fallu un certain temps, mais avec EGNOS et maintenant les premiers satellites opérationnels, ils se comportent bien en orbite, tout va bien, c'est une bonne nouvelle et nous espérons que nous allons ainsi pouvoir fixer la norme en quelque sorte de la géolocalisation à l'avenir. Et puis, comme l'a dit Jean-Jacques, ce que nous espérons, c'est que demain, dans le domaine de la sécurité et de la défense, l'industrie européenne pourra aussi jouer un rôle prépondérant.
nous avons pu montrer que nous faisons preuve d'innovation, d'imagination dans tous ces secteurs, mais la question est de savoir quid de l'avenir. Il y a un grand dynamisme de par le monde. Tout le monde avance très vite dans le domaine de l'espace. C'est un secteur qui connaît une très grande activité. Tout le monde sait ce que font les États-Unis avec leur politique de domination de l'espace. Et 1,5% de leur PIB est consacré à l'espace, ce qui veut dire qu'ils sont des acteurs très puissants. Ils ont créé une nouvelle initiative en ce qui concerne le transport dans l'espace. Ils créent ici de nouveaux marchés en commandant des services et en permettant à l'industrie de créer les matériels pour desservir, pour apporter ces services à long terme. Et la Russie également est revenue dans la course comme puissance spatiale et l'Inde, maintenant de façon permanente ces dernières années, a investi dans les applications civiles de l'espace. Et lorsque l'on parle de la Chine, on peut vraiment dire qu'il y a là un renforcement vraiment spectaculaire de leur position. En 2010, 15 sur les 50 lanceurs ont été construits et lancés par le monde ont été construits en Chine. Donc et pratiquement aussi la moitié des satellites dits institutionnels. Alors lorsque l'on parle de l'exportation pour Ariane, observation de la Terre, nous avons affaire à une concurrence mondiale. Et vu les ambitions des autres acteurs, il faut voir comment nous pouvons préserver notre position de force actuelle. Si l'on compare en termes de PIB, l'Amérique consacre 1,5 pour 1000, alors qu'en Europe, c'est 0,3 le chiffre équivalent pour l'espace. Donc on voit l'écart. Alors, pour tous ces acteurs, pour l'espace n'est pas simplement une technologie permettant de faire autre chose. C'est aussi un atout pour préserver la souveraineté, l'autonomie et pour la mise en œuvre des politiques. Et c'est quelque chose que nous avons réussi à faire grâce à Galileo. Alors, la question qui se pose derrière tous ces enjeux, ces envies, est-ce qu'on a encore une vision en Europe à l'égard de l'espace? Si l'on regarde le transport dans l'espace, nous savons tous les problèmes que l'on a rencontrés depuis 3 ou 4 ans lorsqu'on en parle d'Ariane. Ariane, il y a 15 ans, était sans doute la réussite européenne. Aujourd'hui, le financement d'Ariane se fonde à 80% sur une approche commerciale fondée sur le marché. Donc dans ce modèle où 80% de la charge est supportée par la partie commerciale, nous pensons que ce modèle atteint ses limites, donc il faut trouver une nouvelle stratégie. En ce qui concerne les télécommunications et l'espace, là, nous avons un écart technologique. Même s'il y a des feuilles de route qui existent pour combler le fossé, et cela met en péril la compétitivité de l'industrie à l'avenir. En ce qui concerne cette vision, alors, tout ce que l'on a dit en faveur de GMES me paraît positif, mais après avoir investi plus de 3 milliards d'euros dans le GMES, jusqu'à maintenant, nous sommes tout à fait mal à l'aise, puisque le fait que GMES n'est qu'un programme facultatif dans le cadre financier de l'Union européenne. Et le GMES n'a pas été décidé, nous le savons, juste pour le plaisir. Il s'agit d'appuyer des objectifs de politique publique essentiels. Et lorsqu'on parle du Japon, de l'Inde ou bien de ce qui se passe en Italie, on voit de quoi il s'agit. Mais l'espace a besoin de partenaires fiables et d'engagements de long terme. Alors si l'on pense à l'exploration de l'espace ou à la science, alors la partie exploration de Mars, nous voyons que nous n'avons pas encore en Europe une position affirmée.
Alors, nous avons parlé de Galileo et que la constellation devrait être complétée au cours des prochaines années. Alors, ce qu'il faut, c'est que cette politique soit plus solide. C'est un secteur qui crée 3 milliards de chiffre d'affaires, 30 000 personnes y travaillent et sur le plan international, cela permet à l'Europe de développer des possibilités d'activité et c'est également une politique qui contribue à beaucoup de politiques européennes. On a parlé du secours pour les catastrophes naturelles, le suivi de l'environnement, la sécurité, la surveillance maritime et d'autres. Alors toutes ces contributions sont tout à fait bien définies. Mais aujourd'hui, il n'y a pas, pour appuyer cela, un programme ou des budgets pour permettre à l'ESA ou à l'industrie européenne de trouver des solutions qui, en regard de ces objectifs politiques. Et puis, l'espace est aussi un élément clé pour l'accès de l'Europe de façon autonome à l'information. Et c'est un préalable pour qu'on puisse prendre de bonnes décisions au plan des institutions européennes. Et enfin, Monsieur le Vice-président, nous aimerions être au centre de la troisième révolution industrielle. Et l'innovation liée à l'espace, desservant tous les citoyens européens, et nous aimerions pouvoir appuyer une telle campagne. Mais ce dont on a besoin, et l'industrie de l'espace a besoin d'une Europe plus forte. Ce que l'on souhaite, bien sûr, c'est que tout d'abord le traité de Lisbonne puisse atteindre sa vitesse de croisière. Bon, il y a Galileo, GMES, mais il faut aller plus loin. Nous voulons également que la Commission européenne rassemble les besoins des pays et des institutions et faire en sorte que le fait que ce marché ainsi constitué conduise à une demande de notre part. Il faut aussi réfléchir à la gouvernance. Donc il y a l'ESA, les États membres, il faut que les choses soient claires quant à l'organisation de la gouvernance à l'avenir. Et ce que l'on souhaiterait aussi, c'est qu'il y ait une politique industrielle qui sous-tende la vision dont nous parlons. J'en viens à la conclusion. Nous nous trouvons dans une position de départ qui est très forte, comme le disait Jean-Jacques Dordain. Nous aimerions qu'il y ait une vision en ce qui concerne cette politique de l'espace et qu'elle soit réaffirmée. Et nous aimerions qu'il y ait une gouvernance claire entre la Commission, l'ESA et les États membres. Et il serait souhaitable qu'il y ait une coordination. Et lorsqu'on voit qu'il y a notamment des insuffisances financières, donc il faut éviter des doublons, utiliser de manière avisée l'argent des contribuables. Et puis il faut que nous avons donc la possibilité d'une prochaine perspective financière et des conseils qui s'en occuperont. Donc cela permettra de planter le décor pour prendre les décisions pour que nous restions à l'avenir le numéro 2 sur le plan de la politique spatiale à l'échelle mondiale. Je vous remercie. Thank you, Mr. Dudok. Mr. Tajani, I will give you the honor to conclude. Monsieur Tajani, je vous donne la parole pour conclure en 1 minute. Merci. Ce n'est pas toujours facile, bien sûr, de rassembler les intérêts au Parlement. Je remercie le commissaire Prodi. Je pense que cette unité de but existe. Lors de cette conclusion synthétique, je voudrais vous dire que ce qui est important pour moi, c'est d'abord le déploiement du système GMS. Je vais vous informer que la Commission va adopter une commission qui va mettre un terme à l'incertitude actuelle et un cadre cohérent pour son avenir, pour la période financière, pour 2014-2020. Personnellement, je vois une tutelle communautaire. C'est plutôt dans le sens communautaire que dans le sens intercontinental que nous devons abonder. Mais il faut savoir aussi que si on demande plus d'intervention, plus d'action, plus de politique à l'Union européenne, ben, il faudra simultanément savoir qu'il faut de l'argent. Et nous savons d'ailleurs
que l'espace peut apporter des retombées économiques à tout le monde. Évidemment, il faudra travailler davantage. Il faudra multiplier les exemples de retombées de l'industrie spatiale sur le reste, et c'est encore trop limité. D'autre part, nous nous emploierons pour trouver également de nouveaux accès aux petites et moyennes entreprises. Au-delà du CIP et du Fonds de cohésion, nous examinons les modalités par le biais desquelles l'industrie spatiale pourrait puiser dans des instruments novateurs plus adaptés à ses besoins particuliers. Et d'ailleurs, dans le cadre de la prochaine politique industrielle et spatiale, il y aura lieu de mettre en place des règles sur le droit européen de l'espace. D'abord, un échange de données et un règlement pour définir le système européen de surveillance et de connaissance du milieu spatial sur l'organisation et les services à fournir. Ça doit être mon vieux droit romain qui revient à la surface, mais je pense que c'est un secteur, ça peut être utile non pas pour entraver, mais pour développer correctement, et je suis heureux que cela ait été souligné, une partie importante de la troisième révolution industrielle. Merci. Voilà, merci à tous. Je propose que nous continuions la prochaine session des débats. Nous avons déjà pris plus de 20 minutes de retard. Donc voilà, Marc, je suggère que tu viennes remplacer pour la session. Merci.